Il faut bien débuter pour booster votre mindset. Le podcast dédié à toutes les personnes qui aspirent à propulser leur développement personnel et professionnel en quelques minutes seulement. Je suis Ingrid et moi Valérie, deux expertes en ressources humaines qui vous partagent des tips et nous sommes enchantés de vous accueillir. Prêts à booster votre mindset? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider par l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'IFBD avec une petite surprise car nous avons une invitée. Le sujet du jour doit sensibiliser les employeurs qui prônent une ambiance conviviale au sein de leur structure ou qui accordent une importance capitale à la QVCT de leurs salariés. Selon une étude menée par OpinionWay, réalisée en septembre 2021 sur un échantillon national de 974 salariés français du secteur public et privé, 2/3 des salariés font face à des conflits dans leur environnement professionnel. Et ce n'est pas tout. En moyenne, chaque salarié consacre 3 heures par semaine à gérer ces tensions, soit l'équivalent de 20 jours par an. Cette étude définit les situations de conflit comme des perturbations dans la relation au travail impactant directement l'efficacité des équipes et des individus. Toujours selon l'étude, cela représente un coût colossal de 152 milliards d'euros chaque année pour l'économie française. Lors de nos recherches sur ce thème, nous avons appris qu'un environnement de travail conflictuel peut entraîner une augmentation du turnover et des difficultés de recrutement. Comment gérer ces tensions de manière constructive et éviter qu'elles n'affectent l'ambiance de travail et la performance des équipes? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Chaer, juriste et médiatrice en entreprise. Bonjour et bienvenue Marie-Christine. Bonjour Valérie, bonjour Ingrid. Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de cet épisode dans le cadre de la médiation et du conflit au travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons quelques minutes pour découvrir qui vous êtes, quel est votre parcours, pourquoi êtes-vous finalement spécialisée dans la médiation. Alors, je suis Marie-Christine Chaer, juriste et médiatrice. Là, j'ai commencé par des études de droit, où le plus souvent, il faut trancher entre quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Je me suis tournée vers la médiation, mais en évidence plutôt deux vérités, personnes selon le vécu du même événement par chacun. Donc, chacun a sa vision d'un même événement. Et c'était très intéressant par rapport à mes études de droit, où c'était pas cette vision-là des choses. Cela fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier de médiatrice généraliste, plusieurs années en tant que directrice. Aujourd'hui, je souhaite consacrer donc cette riche expérience professionnelle et humaine aux entreprises et aux éventuels conflits interpersonnels que peuvent rencontrer les personnes sur leur lieu de travail. Et il m'a semblé pertinent que les missions de directeur de ressources humaines et de médiateur puissent s'harmoniser et collaborer. Merci beaucoup pour votre présentation, Marie-Christine. Comment le conflit naît-il dans les relations de travail? Alors, je dirais que au tout départ, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a besoin de communiquer, puisque l'homme est un animal social, comme disait Aristote. Nous avons besoin de vivre, d'avoir des échanges affectifs avec d'autres personnes, d'accomplir un travail d'équipe, de faire partie d'un groupe qui réfléchit, se meut ensemble dans une même direction, en se serrant les coudes pour y arriver. Comment le conflit naît? En premier, il faut parler d'incompréhension, de quiproquo, parce que quand il y a un échange verbal, il y a un message qui passe de l'un à l'autre. C'est ce que nous appelons communication. Dans le meilleur des cas, donc ce message passe. Il se peut que la communication ne passe pas bien ou ne passe pas du tout. Donc le message peut n'être pas du tout compris, mal interprété. D'ailleurs, qui de vous qui nous écoutez, vous aussi, Valérie ou Ingrid, n'avez pas eu ce désir fou, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, de vouloir que l'autre en face comprenne exactement le message tel que vous l'avez dans votre tête. Et un sentiment de solitude vous prend, car l'autre personne a compris le message à sa manière, tout simplement parce qu'elle n'est pas vous et vous n'êtes pas elle. Chacun est ce qu'il est par ses gènes, sa vie, ses embûches, ses facilités, ses souffrances, ses joies et ses peines. Impossible d'être dans la tête de l'autre. L'empathie peut aider à comprendre l'autre, mais elle naît aussi de propres sensibilités qui sont différentes. C'est de cette différence, je dirais, que peut naître le conflit. C'est surtout au départ une communication incomprise entre interlocuteurs finalement. Le vécu différent de chacun fait qu'il va interpréter et vivre la chose différemment. Et quelle en est la première cause? Alors je dirais un besoin insatisfait. Le conflit est l'expression d'un besoin insatisfait. Besoins relationnels, affectifs ne sont pas les mêmes. Il y a donc une confrontation de mots, de valeurs, de besoins et d'intérêts divergents. Et partant de là, on peut comprendre que le
conflit dans les relations humaines, on va dire, est naturel. Il faut pouvoir le transformer en une différence comprise et acceptée. Donc, la première cause qui initie le conflit est le manque d'écoute, un besoin qui n'a pas été entendu. L'écoute est un outil indispensable de communication avec l'autre, parce que tout ce qui n'est pas exprimé et entendu par la personne qui nous blesse forme une boule au fond de soi qui durcit au fur et à mesure du temps. En 2 mots, c'est un besoin insatisfait parce qu'il n'a pas été entendu. On a tous vécu au moins une fois. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est surtout dans le cadre professionnel. À quel niveau le conflit peut-il se situer dans l'entreprise? Alors, il peut se situer à plusieurs niveaux, je dirais, parce que il y a le manager qui peut avoir un conflit, une mésentente avec sa hiérarchie. Il peut y avoir un conflit entre le manager et son équipe, ce qui arrive très souvent, et le conflit entre collègues. Ce qui est plus rare, on va dire, c'est le manager et sa hiérarchie, mais ça peut être des visions différentes de la stratégie de l'entreprise. Ça peut provoquer des désaccords sur les priorités, sur les objectifs. Évidemment, le dialogue inexistant ou rare, si la communication est insuffisante, il va y avoir des malentendus, des frustrations. Le manager peut ressentir une pression ou des attentes excessive pour atteindre un résultat qu'il n'arrive pas à atteindre pour des raisons X ou Y, un budget qui lui est imparti, qui est insuffisant, un manque de ressources, de temps, de budget, de personnel peut générer des conflits parce que le manager doit après justifier auprès de sa hiérarchie l'utilisation du budget et du pourquoi et du comment il est insuffisant. La rigidité de la culture de l'entreprise, une culture d'entreprise qui valorise la conformité plutôt que l'innovation. Et si le manager est lui plutôt dans l'innovation, il y a un conflit entre le manager qui prône le changement et la culture de l'entreprise, l'incompatibilité de personnalité. Ces facteurs-là peuvent effectivement entraîner des tensions entre le manager et sa hiérarchie. Après, entre le manager et son équipe, il y a toujours en premier le problème de communication parce que plus on éclaircit les demandes et plus elles sont comprises et mieux ça passe. Si le manager ne prend pas le temps d'expliquer, par exemple, ses attentes et que l'objectif attendu est incompris clairement, cela met en situation d'échec les salariés parce qu'ils se perdent dans un travail qui peut se faire en parallèle de l'attente du manager. Par exemple, certains employés peuvent se plaindre de demander des informations complémentaires pour atteindre leur objectif, mais que ces informations ne leur parviennent jamais parce que le manager est occupé, qu'il n'a pas le temps, etc. Après, comme on le sait tous, une équipe doit être motivée. Si chacun est dans son coin en ayant une action à faire et que le manager n'arrive pas à fédérer son équipe autour d'un même objectif, chacun se sent isolé et la performance diminue. Les employés ont besoin qu'on leur montre l'objectif commun et qu'on les aide. On en revient toujours à la fluidité de la communication finalement. Tout à fait, à clarifier la demande pour que la demande soit accueillie clairement et que la personne ne se sente pas en échec ou en difficulté. Certains employés ont besoin aussi d'avoir un retour de leur performance parce que, par exemple, le manager qui ne va jamais montrer sa satisfaction du travail effectué, ça fait perdre la motivation. Si on se dit, tiens, on a travaillé, on a de manière acharnée, on a voulu atteindre cet objectif et on l'a atteint et qu'on n'a aucun retour de satisfaction, Tout à fait. Voilà, chacun a besoin aussi qu'il y ait cette valorisation, ce retour. Reconnaissance du travail fourni. Tout à fait, la reconnaissance, exactement. La culture du feedback, finalement, c'est ça. Du feedback qui soit régulier et que quand il y a quelque chose de positif, que ce soit dit. Parce que souvent, on a tendance à dire ce qui ne va pas, mais pas ce qui va, malheureusement. Voilà. Après, il y a évidemment l'adaptation au changement. Par exemple, le manager qui impose une nouvelle règle, une nouvelle idée à développer sans préparer le terrain, il impose du changement. Ça peut braquer les équipes qui peuvent faire une résistance au changement organisationnel ou aux nouvelles procédures.
Après, il peut y avoir aussi un manque de transparence dans la réorganisation. Par exemple, qu'un cadre n'a pas été avisé d'un nouvel organigramme et lui, cet organigramme est diffusé donc sans qu'il en ait connaissance et il se voit sur l'organigramme rétrogradé ou quasiment inexistant. Ça peut être très choquant et très perturbant. Par exemple aussi certaines lacunes qui peuvent exister chez les employés alors qu'il y a réorganisation des postes et que l'employé qui voit son poste se transformer n'a pas été préparé à cette évolution de poste. Donc il y a des formations qui doivent être assurées en amont. Le manager qui ne sensibilise pas son équipe au télétravail et que la vie personnelle et la vie professionnelle ne sont plus bien, il n'y a pas une bonne séparation de ces deux vies, ça peut entraîner une difficulté à se mettre au travail parce que chez soi, il n'y a pas un aménagement de bureau, il y a des personnes de la vie privée qui viennent empiéter sur la vie professionnelle, il y a la déconnexion qui peut ne pas se faire parce qu'on n'est pas sensibilisé et que on finit par être devant son ordinateur jusqu'à des heures qui ne sont pas les heures de travail. Ce sont des sujets que l'on connaît bien avec Valérie en tant que RH. Et quels sont les risques de ces conflits, plus précisément du manager par rapport à sa hiérarchie, et puis les risques de conflits aussi de collègue à collègue ou du manager par rapport à son équipe? On était encore au manager et son équipe, effectivement. Il y a aussi je vais juste, si vous le permettez, rajouter le harcèlement ou le sentiment d'être harcelé. Tout à fait. Alors ça, c'est important parce que ça se retrouve beaucoup. Alors pourquoi je spécifie le sentiment d'être harcelé? Et ça, on le voit beaucoup lorsqu'on va chercher un peu le ressenti de chacun. Et ben en fait, on se rend compte que quelquefois, il est tout à fait existant, il existe réellement, et quelquefois, c'est ce ressenti parce que on se sent exclu, on se sent malmené, on sent que on est là peut-être dénigré, qu'il y a des rumeurs à son encontre. Alors elles peuvent être vérifiées et c'est très important donc d'y prêter attention. Le rôle du RH est souvent mis à contribution. Ce harcèlement qui peut être donc verbal, moral, de commentaires désobligeants, ça peut être aussi entre collègues comme un manager avec son équipe, par exemple des mails intempestifs, des critiques, une insatisfaction permanente, ou alors entre collègues aussi, déstabiliser un collègue, diffuser des rumeurs sur sa carrière, une humiliation, etc., un isolement, des critiques constantes, et ça peut être un harcèlement physique qui peut inclure des gestes inappropriés, des contacts physiques non désirés, des commentaires à connotation sexuelle, puis la discrimination évidemment de sexe, de race, d'origine, de religion, de handicap qui peuvent être très violemment perçus et on peut comprendre. Il faut être très attentif à tout cela, donc parce que c'est dommageable à tous les niveaux. Je pense que nos auditeurs pourront se reconnaître dans pas mal d'exemples cités finalement, sujet très actuel dans les entreprises. Les risques, ce sont le manque de motivation, turnover, c'est-à-dire que les employés vont finir par partir parce qu'ils ne sont pas bien dans le cadre de leur travail. L'équipe ne va plus être harmonieuse, c'est ça. Une augmentation donc de l'absentéisme, de plus en plus d'employés vont s'absenter parce que ça ne va pas bien, ils ne sont pas sereins au travail, ils ne sont pas épanouis. Ça va entraîner effectivement, comme on le disait tout à l'heure, des conflits parce qu'il n'y a pas une confiance qui est établie, qu'il n'y a pas une transparence établie, et tout ça mène à un conflit parce qu'on n'est pas bien. La personne qui est harcelée va être agressive avec l'autre, elle va pas pouvoir travailler, elle va s'enfermer dans sa souffrance, hein, ça bloque chacun dans une souffrance, ça ne permet pas un travail harmonieux, ça c'est sûr. Est-ce que, Marie-Christine, nous avons une idée du délai lié à l'apparition de ces risques, cette démotivation, ce sentiment finalement d'isolement parce qu'on se sent pas bien? Alors, si vous voulez, c'est que le différent qui peut naître peut atteindre des degrés croissants donc de tension, qui commence par un mal-être, des tensions qui mènent à un conflit avéré. Parce qu'au départ, si vous voulez, tous ces différends dont on parle sont souvent tus,
peuvent encore au départ être résolus par le dialogue, mais si on passe à côté, les parties se renferment et s'en vont, soit elles vont exprimer clairement leur mécontentement, et du coup le conflit devient de plus en plus intense, une partie cherchant à dominer l'autre. Après, ce qui se passe et qui est grave, c'est que les attaques personnelles commencent et les interactions deviennent de plus en plus agressives. Il peut y avoir des dommages volontaires, comme on en a parlé, et puis chaque partie agit pour nuire l'autre, donc même au détriment de l'entreprise, de l'organisation, parce que ça devient irrationnel, ça part des émotions. Les actions irrationnelles, elles prennent le dessus car elles sont mues par des émotions négatives qui rendent de plus en plus la réconciliation difficile, pour aboutir à la fin à quelque chose de très grave, c'est qu'en fait, c'est la personne qui devient le conflit. C'est-à-dire, ce n'est plus l'événement ou ce qui s'est passé au travail, mais c'est devenu la personne qui devient l'ennemi. Là, si vous voulez, l'humain finalement. Voilà, il est très difficile de reprendre, et c'est pour ça qu'après on parlera de la médiation et de son importance, c'est revoir tout ce qui s'est passé, tout ce que chacun a ressenti pour débloquer. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est que ça évolue, que le conflit évolue de plus en plus mal s'il n'est pas pris au début. Que se passe-t-il concrètement lorsqu'on est en souffrance dans son milieu professionnel? Qu'on peut soit se replier sur soi-même jusqu'au burn-out ou à la dépression, ce qui peut entraîner une démission hâtive et dommageable. Soit on s'en prend tout simplement à la personne qui nous fait souffrir, en lui faisant mal comme elle nous fait mal. Sauf que l'autre personne qui a fait mal, ne s'en rend pas compte non plus. Certaines personnes aussi dans l'entreprise, les collègues, etc., ne sont pas tous motivés par vouloir dire quelque chose. Quelquefois même le manager, c'est juste qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas su faire passer le message. C'est beaucoup ça qu'il faut aussi voir, c'est que... Des maladresses finalement. Voilà, c'est comprendre aussi chacun pourquoi il a agi de cette façon. Parce que chacun a ses contraintes finalement dans l'entreprise, mais qui ne sont pas forcément vues par les uns et les autres. Exactement, exactement. Et pourquoi le conflit s'engraine-t-il au sein de l'entreprise? Plus on n'exprime pas ce qui ne va pas, et plus qu'au fond de soi, ça va prendre une autre tournure, ça va devenir de l'agressivité. Oui, c'est le non-dit finalement. Le non-dit, voilà. On peut dire qu'on entre dans une forme de harcèlement, parce que si on s'attaque à l'autre en permanence, on rentre carrément dans une autre dimension qui est le harcèlement de son collègue. Est-ce qu'on peut parler de harcèlement où le collaborateur ne s'en rend même pas compte? Parfois, il y a harcèlement, mais pas toujours dans ce cas-là, parce que pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait la répétition, il faut que ce soit répété à plusieurs reprises. Alors que quand quelqu'un fait une erreur une fois, ou que ça se passe mal parce que le message est mal compris, on ne peut pas nécessairement parler de harcèlement, on peut parler d'une mauvaise communication et d'une mauvaise échange professionnel, ça c'est sûr. Je dirais qu'il faudrait que chaque personne qui se sent mal et si le salarié ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas bien avec une sollicitation de son employeur, il faudrait qu'il puisse lui en parler ou en parler à quelqu'un, en tout cas ne pas laisser ça prendre une autre tournure. C'est sûr qu'il faut désamorcer le plus tôt possible. Mais effectivement, encore faut-il que la hiérarchie, la direction soit à l'écoute du salarié en souffrance. Exactement. Finalement, quelle est la première clé pour désamorcer un différend? Alors moi, je dirais qu'il faut dans un premier temps sortir du déni. Parce que vous savez, souvent, quand il y a des personnes qui sont en souffrance ou qui vont mal, elles peuvent vous dire non, il n'y a rien, tout va bien. Ou bien même si le manager va demander à l'employé est-ce que tout va bien, il va répondre oui, tout va bien, alors que pas du tout. Donc en premier, il faut reconnaître qu'il y a un conflit. Les deux personnes doivent s'accorder sur leur désaccord. C'est la première clé parce que c'est là qu'on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà une acceptation que il y a une tension entre nous deux. Un état des lieux qui s'accorde. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a accepté que ça ne va pas bien, on est venu comme ça tout en vous parlant. C'est vrai pour une médiation, donc il y avait deux collaboratrices qui avaient un poste équivalent. Donc disons l'une, je sais rien, à Paris, l'autre à Bruxelles. On va changer les prénoms. Donc Marie était en poste depuis longtemps et elle avait une grande expérience.
D'accord. Et Christine est arrivée, elle était moins expérimentée, plus jeune déjà, mais comme souvent, les jeunes qui arrivent dans un travail étaient très dynamiques et elles ne demandaient qu'à apprendre. Et pourtant, assez rapidement, donc les relations se sont tendues entre les deux. Christine, qui était la jeune, se plaignait que Marie critiquait son travail, toutes les analyses qu'elle pouvait faire. Quand elle allait demander des explications à Marie pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour progresser, parce qu'elle était dans cette démarche-là. Il faut dire que la distance n'aidait pas non plus, parce que tout se passait par mail. Donc les rares fois où elles se voyaient quand l'une venait à Paris, qui était à Bruxelles, les relations devenaient de plus en plus froides, jusqu'au jour où donc Christine, elle va en parler au manager de ses problèmes relationnels. Elle lui dit j'ai beau tenter de faire en sorte que ça aille mieux avec Marie, et ça ne marche pas. Alors le manager en a parlé à Marie, elle lui a répondu tout va bien. Ah, oui. Elle a fermé totalement la discussion. Moi, tout va bien. Si c'est elle, ça ne va pas, voilà. Et là, la médiation a été mise en place. Le médiateur donc va à la rencontre de Marie, de ses besoins, de sa souffrance, va aller par les techniques de la médiation, l'amener à ce qu'elle n'arrivait pas à dire. Elle va finir par craquer, par exprimer son malaise et à dire qu'en fait, elle trouvait, elle, que Christine avait une communication trop directe, qu'elle oubliait de dire bonjour, qu'elle ne prévenait pas à l'avance quand elle venait, qu'elle ne la sollicitait pas pour prendre des initiatives et que ça, c'était une souffrance pour elle et qu'elle niait son ancienneté, son expérience, sa maturité et donc voilà. Christine a pu entendre ce que Marie ressentait et Marie, elle, a compris que Christine n'agissait pas contre elle en faisant ça, ni pour lui faire du tort, mais qu'elle avait juste besoin de montrer sa motivation et sa capacité à prendre des initiatives pour son manager, qu'en fait tout ça c'était pour montrer qu'elle était bien dans ce poste-là vis-à-vis du manager et Marie l'avait ressenti comme étant quelque chose qui était contre elle et qu'elle voulait la dénigrer dans son poste. Voilà, c'était un peu pour montrer que quelquefois en se fermant, alors que Christine allait vers elle, mais en se fermant et en niant le conflit, on ne peut pas avancer. Mais c'est vrai qu'en entreprise, on rencontre souvent ce cas où des salariés ne profitent pas de la main tendue pour communiquer et régler un conflit. Et effectivement, ils préfèrent se taire tout simplement, alors qu'en discutant, en échangeant, on peut résoudre une situation qui semble compliquée, peut se résoudre très rapidement. Il y a beaucoup de méfiance finalement et de crainte envers l'autre. Conséquences pour la carrière sans doute de chaque interlocuteur, partie prenante dans le conflit. Tout à fait, tout à fait. Et c'est que si vous voulez, moi je pense que dans l'entreprise et partout, chacun a ses propres peurs. Des peurs qui sont tout à fait légitimes mais qui sont là, et c'est-à-dire la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être valorisé, la peur de ne pas être aussi bon que l'autre, de ne pas être aimé, de ne pas être... Donc si vous voulez, quand on a ces peurs en soi, n'importe quel petit événement, quelqu'un qui ne vous reconnaît pas comme ici Marie, ça va refaire monter à la surface toute cette peur. Est-ce que finalement moi je suis toujours à ma place, je peux toujours être valorisée, je serai toujours appréciée par mon manager, ou est-ce que Christine va prendre ma place? Il y a ces peurs aussi qui sont sous-jacentes et qui peuvent être très déstabilisantes. Et donc voilà, pour finir, donc comme je disais, c'était sortir du déni dans un premier temps, mais après, dans un deuxième temps, c'est l'écoute toujours. Puisque l'écoute, c'est la capacité après de dialoguer de manière authentique et de respecter la subjectivité émotionnelle de l'autre. Parce que l'écoute n'est pas, si vous voulez, un acte juste passif. On n'est pas là à écouter juste, mais on entre en relation avec le monde. Donc, dans l'entreprise, pourquoi on a besoin d'être écouté? Parce que ça favorise ces liens dont on parlait entre les différentes personnes. Elles créent des relations plus profondes. Elles permettent ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. Par exemple, lorsque le manager écoute son employé, ce dernier se sent valorisé, reconnu. Ça valide ses émotions, ses expériences et ça a un impact sur sa dignité et son estime de soi. Chacun partage ses préoccupations et contribue au bien-être émotionnel de l'autre. Ça aide à une meilleure compréhension,
à réduire les malentendus, à développer la confiance et ça évite les conflits. Pourquoi faire appel à des médiateurs finalement? La médiation, pourquoi? Parce qu'elle prévient et met fin à des situations de violence, de stress et de démotivation. Elle est mise aussi au service de l'entente au travail. Elle s'inscrit quand même dans la prévention des risques psychosociaux et de santé au travail. Elle va permettre de décortiquer, d'analyser et de déconstruire ce conflit qui s'est mis en place. Mais c'est par qui surtout? Donc il faut savoir que c'est cette posture du médiateur qui fait médiation. J'ai toujours dit que c'était la définition de la médiation, c'est cette posture du médiateur, parce que le médiateur, par sa neutralité, parce que lui n'existe pas, il offre cet espace à la personne, il est totalement impartial vis-à-vis des personnes et tout ce qui se dit est totalement confidentiel. Ça sécurise aussi les personnes. Maintenant, évidemment, la médiation, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire parce que les personnes jouent un rôle prépondérant puisqu'elles doivent avoir envie que les choses changent et que les choses évoluent. Comment ça va se passer? Le médiateur va dans un premier temps recevoir chaque partie prenante au conflit seule pour évaluer la situation, le vécu de chacun, établir une relation de confiance. Tout ça est confidentiel, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 selon les situations. Et à son issue, après cet entretien individuel de chacun, chaque partie pourra décider de poursuivre ou non le processus, puisque donc ça reste un acte volontaire. Une fois que la confiance est établie, ils vont répondre au médiateur, nous souhaitons entamer la médiation ou nous ne souhaitons pas entamer la médiation. Mais donc une fois que les personnes ont accepté la médiation, les séances de médiation proprement dites sont mises en place. Il faut savoir que le médiateur est un et que les personnes en face sont au minimum 2 ou plusieurs. Chacun va devoir attendre son tour pour que l'impartialité soit de la partialité vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que chacun va avoir entièrement l'attention du médiateur à son tour. Donc c'est important de le dire aux personnes pour qu'elles acceptent cette ouverture complète du médiateur et cette écoute pleine vis-à-vis de chacun. Une fois que le médiateur a totalement entendu l'une des personnes, parce qu'il est cette oreille, la bouche qui reflète les paroles des autres, lui, ce qu'il veut, ce qu'il pense n'existe pas, mais il est là juste pour que les personnes puissent parler. Il va aller et écouter et voir ce qui n'a pas pu être entendu et vu par l'autre, et il va le reformuler. Et lorsqu'il va formuler, ils vont pouvoir entendre, mais entendre dans le vrai sens du terme et se mettre à la place de l'autre. Et c'est là que quelque chose va se passer qui est extraordinaire, c'est que chacun va pouvoir là dialoguer et avoir une ouverture différente de la situation. D'accord. Fonction finalement de la fonction de chaque individu dans l'entreprise et dans le conflit, des techniques de médiation différentes interviennent ou est-ce que c'est quelque chose d'assez uniforme, peu importe son statut hiérarchique? Moi, je dirais pas des techniques différentes parce que les techniques sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui vous amène? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire le quoi, le pourquoi, et si ça se passait et s'il y avait autre chose, comment vous pourriez faire pour arriver à faire émerger des solutions qui vont mener à un accord parce que les solutions viennent des personnes. Elles ne sont pas imposées comme ça peut se faire dans le droit lors de procès. Donc c'est pas du tout pareil. Vous me disiez, est-ce que on utilise des techniques différentes? Non, la technique est toujours la même, sauf que la technique de la médiation, c'est-à-dire se projeter dans l'univers de la personne, saisir chaque détail du message verbal et non verbal, se centrer sur le ressenti, se mettre à sa place. Ces techniques-là permettent d'adapter le langage à la manière de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les personnes sont différentes. Les techniques de médiation vont faire en sorte elles-mêmes, sans qu'elles ne soient modifiées, de prendre en compte les diverses personnalités. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer. En fait, c'est par rapport finalement à l'observation et au fait de se projeter dans la problématique de chacun, une certaine personnalisation finalement se fera en fonction que de l'individu plus que du statut hiérarchique. Exactement, c'est-à-dire même avec son statut hiérarchique, en tout cas c'est comprendre de cette place-là par exemple que le manager a, il va lui exprimer ce qu'il ressent, ce qui ne va pas, qui fait qu'il y a un mal-être avec les employés. Donc il va être en empathie, il va être en écoute active, il va essayer de chercher les besoins et les intérêts, il va élaborer des possibilités de règlement du conflit de la même manière qu'il va le faire avec l'employé. Mais comme le manager n'est pas l'employé,
il a un autre statut, il a une autre personnalité. Ça va être décortiqué par le médiateur, il va adapter son questionnement et les questions qu'il va poser et l'avancée selon chacun. Ça va être adapté à ce que le manager lui-même a amené à la médiation comme ressenti, comme problématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la technique elle-même va rester l'écoute et la reformulation et l'ouverture à des solutions et à des accords. Par rapport à justement cette méthodologie liée à la médiation, qu'est-ce qui débloque réellement les situations lorsque chacun est en accord pour suivre cette médiation? Alors, ce qui débloque réellement la situation, c'est lorsque chacun a reconnu l'autre dans sa diversité et sa différence. Le conflit est bloqué, pourquoi? Parce que chacun a une vue partielle du problème, qui est la sienne, qui est celle qu'il voit à travers ce qu'il est et ce qu'il ressent. Alors que ce qui débloque, c'est quand il n'a plus cette vue partielle du problème et il a la vue d'ensemble, c'est-à-dire, mais que pense l'autre? Qu'est-ce que vit l'autre? Et qu'est-ce que l'autre a ressenti quand moi je souffrais? En fait, peut-être que lui non plus n'était pas bien. Peut-être que lui non plus n'a pas pu aller vers toi parce qu'il n'était pas bien non plus et qu'il souffrait d'autres choses que tu n'as pas pu entendre et que tu n'as pas pu voir. Revoir le problème sous un autre éclairage qui est l'éclairage global, puisqu'il va être éclairé des deux côtés. Et c'est le médiateur qui va éclairer pour chacun le côté obscur qu'il y avait. D'accord. Et là, je vous assure que c'est un déclic, c'est quelque chose qui se passe de magique. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a compris et accepté que l'autre a vécu la chose différemment, alors que c'est le même événement. D'ailleurs, nous, là, on est là toutes les trois. Si quelque chose... Là, on entendait un bruit hyper fort, serait effrayant. Chacune de nous va réagir différemment. Peut-être que moi, je vais crier. Peut-être que vous allez vous baisser. Chacun va réagir différemment. Dans toutes les relations humaines, soit au travail ou ailleurs, c'est qu'il faut accepter que l'autre soit différent et ait eu une autre vision du conflit que soi-même. D'accord. Et quels sont les effets, une fois que ce déclic a eu lieu, qu'on peut observer au sein de l'ensemble d'une équipe qui rencontrait du coup ces problématiques de conflit? Comment les effets positifs ressortent? Déjà, il faut savoir que la médiation, à plus de 80%, a un impact significatif sur la culture de l'entreprise. Elle fluidifie la communication, c'est-à-dire qu'une fois que chacun a pu parler, ce dialogue ouvert et honnête entre les employés et la direction, ça favorise quand même une culture de communication positive et elle permet à chacun donc d'exprimer son mal-être, ses attentes, ses besoins dans un environnement bienveillant, confidentiel. Elle mutualise la confiance parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on s'est exprimé, lorsqu'on s'est parlé, il y a autre chose qui naît entre deux personnes, on se sent plus en confiance. La confiance permet évidemment de mieux travailler quand on se sent dans un environnement où on se confiance et on sait qu'on peut parler et qu'on est écouté. Donc la collaboration entre les salariés est meilleure, ils cultivent mieux un esprit d'équipe, une coopération. Elle réduit donc le stress évidemment, le turnover. Elle motive les employés puisqu'ils se sentent écoutés dans leurs demandes. Elle permet à l'entreprise d'être évolutive, qu'elle s'adapte mieux aux changements et aux défis par cette transparence. Elle consolide donc la cohésion d'équipe parce qu'ils se sentent unis. Donc tout ça, les renforcements des relations, ça permet de développer des compétences aussi parce que quand on est à l'aise, ça permet aussi d'être constructif, d'avoir de nouvelles idées, ça améliore la productivité. Voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment, c'est que du positif parce que vous voulez, ce qui est négatif et qui fait qu'on n'arrive plus à avoir de nouvelles idées, à innover, à travailler en équipe et tout, c'est le mal-être. Et quand le mal-être n'est plus là, qu'on sent qu'il y a de la transparence et qu'on peut dire les choses, on est bien, on est juste bien au travail et ça permet alors d'être beaucoup plus créatif et voilà. Oui, c'est vertueux. On peut percevoir de nombreuses qualités à faire appel à la médiation. Comment prévenir le conflit en fin de compte? Ou à quel moment faire appel à la médiation? Quels seraient les signes avant-coureurs?
auxquels il faudrait faire attention, qui pourraient nous donner le déclic? Alors, on va peut-être toujours revenir sur cette communication, c'est-à-dire que si on sent une baisse de communication entre les équipes, que les échanges sont plus tendus, que certains essayent d'éviter les autres, déjà un premier signe. Quelquefois, il arrive aux oreilles des managers, des directeurs, des rumeurs de mécontentement. Il faut pas laisser ça passer en se disant bon, c'est pas grave, ça va passer. Ben non, ces rumeurs-là, c'est les premiers signes de quelque chose qui ne va pas. Si on remarque que les employés sont de plus en plus absents, donc un absentéisme grandissant, ça peut être aussi un signe de mal-être. Un changement dans leur comportement, par exemple s'ils voient que certaines personnes ont une baisse dans leur motivation alors qu'elles n'étaient pas comme ça, c'est-à-dire il y a un changement, donc on peut être peut-être alerté par pareil, il faut pas laisser passer parce que pourquoi la personne aurait changé, pourquoi elle n'est plus motivée. Il faut s'intéresser aux causes. Voilà, c'est ça, exactement. Par exemple, il pourrait faire le manager passer de temps en temps des enquêtes de satisfaction ou bien dire voilà, essayer de dire si vous êtes bien ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre poste ou qu'est-ce qui ne va pas avec les autres personnes. Et voilà, s'intéresser à tout ça. Après, évidemment, s'il y a des conflits récurrents, c'est-à-dire s'il va entendre à plusieurs reprises des personnes qui vont venir se plaindre de telle ou telle autre chose. En gros, je pense qu'il faut aussi encourager la concertation, co-construire tout le temps des solutions lorsqu'ils ont tous ces premiers signes. Il faut que le dialogue soit constructif et qu'il ait un objectif précis, c'est-à-dire que le dialogue puisse amener à une solution précise. Oui, c'est vrai que finalement, le dialogue peut être engagé, mais il n'aboutit pas forcément effectivement à l'élaboration de solutions. Peut-être que ça reste en suspens et ça mène à ce que ça puisse pas être résolu finalement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quelquefois, il faut aussi mettre un objectif à ce dialogue et aider les personnes à revoir leurs intérêts communs, à trouver les bonnes solutions qui seraient acceptables pour chacun. Parce que quelquefois, la solution qui vient de nulle part, elle n'est pas acceptée parce qu'elle ne correspond pas. Et en fait, il faut la faire correspondre. D'accord, c'est très clair. Comment peut-on faire appel à vos services, Marie-Christine? On souhaite justement mettre en place une médiation. Envoyez un petit mot via LinkedIn et j'y répondrai toujours avec plaisir. Un grand merci à vous pour la qualité de cet échange qui permettra, j'en suis certaine, d'éclairer un grand nombre des managers et de nos auditeurs de manière générale. À très bientôt, je l'espère, Marie-Christine. Merci beaucoup de m'avoir invitée et à très bientôt avec grand plaisir. Merci Marie-Christine et je reviens encore, précisant aux chers auditeurs, si le conflit au travail touche personnellement ou que vous pensez à des collègues, à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marie-Christine Shire via son LinkedIn, qui a partagé cette première interview d'Il faut bien débuter pour approfondir cette thématique. Si vous souhaitez avoir d'autres éclaircissements, n'hésitez pas à passer par elle. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et à bientôt. À bientôt. Notre épisode d'Il faut bien débuter s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, suggérer de nouvelles thématiques. Sachez qu'il est possible de réserver avec nous une entrevue gratuite personnalisée de 15 minutes. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux.